Ah, je suis content là. Là, je suis vraiment super content. La caméra dans un angle un petit peu différent, cette espèce de proximité entre vous et moi, ce petit ton un petit peu plus calme, un petit peu plus relax que d'habitude. On est dans une vidéo histoire de marque. Donc cet épisode a pas mal de retard quand même, ça fait très longtemps que je voulais le sortir, du moins que je voulais au moins sortir une vidéo histoire de marque. Le dernier épisode était sur Microsoft, il date quand même de mai dernier. Bon, on est quand même sur presque un an sans avoir sorti une vidéo de cette série. Mais entre temps, vous le savez, il s'est passé plein de choses, nos vies à tous ont beaucoup changé. Et moi, le format histoire de marque, je voulais un petit peu le faire évoluer, aller directement voir les marques. Il y a des trucs qui étaient prévus, je devais aller directement dans les bureaux, dans les sièges et tout, voilà. Il y a plein de choses qui étaient prévues mais que je n'ai pas pu faire, donc pour l'instant j'ai réadapté un petit peu le truc pour le rendre un petit peu plus pro quand même, un petit peu plus complet. Mais du coup ça m'a quand même demandé pas mal plus de temps entre les échanges, etc. Voilà. Ça a pris du temps, mais maintenant on y est, la série redémarre, je suis vraiment super content de pouvoir le faire parce que même si j'adore faire tout type de vidéos sur ma chaîne, je pense que l'histoire de marque c'est vraiment la série qui me plaît le plus. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis, si vous voulez les voir, voilà, vous cliquez juste ici au-dessus. Et aujourd'hui pour cet épisode, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Roccat. Et là pour cette vidéo, j'ai pu avoir directement des informations, des réponses directement de la marque et même du PDG. Donc merci beaucoup à eux pour ça parce que ça m'a beaucoup aidé dans la vidéo. Après je tiens quand même à le préciser, cette vidéo n'a pas été faite avec Roccat, ils ont juste répondu à mes questions, c'est moi qui ai fait les textes, ils ne les ont pas vérifiés. Cette vidéo n'est donc pas sponsorisée ni par Roccat ni par personne, c'est vraiment mon bébé histoire de marque, c'est à moi. Bref, l'histoire de Roccat, c'est maintenant. En 2007, René Kort, un joueur allemand professionnel de Quake 2 et ancien président de Razer Europe, décide de créer sa propre marque de périphériques dédiée au gaming. Son objectif, créer du matériel qui soit réellement adapté au gaming professionnel. Rappelez-vous qu'à cette époque, le gaming PC était déjà certes bien installé, pas autant qu'aujourd'hui et surtout du côté e-sport. Faut savoir qu'à cette époque-là, les compétitions elles étaient beaucoup plus petites qu'avant, beaucoup moins populaires et surtout le prix était beaucoup moins conséquent, voire très souvent inexistant. Du coup, à l'époque, quand on devenait joueur e-sport pro, c'était vraiment pour la passion du jeu vidéo en fait, c'était pas pour la gloire ou pour la tunasse. Parce qu'au final, on en tirait aucun des deux. Contrairement aujourd'hui où certes pour certains il y a toujours de la passion dans ce qu'ils font, mais pour d'autres c'est plutôt de la passion. Un petit peu comme YouTube finalement voilà. Mais l'e-sport existait déjà bel et bien et le problème c'est qu'il n'existait que peu de matériel réellement destiné à cet usage. Dans le commerce à l'époque on trouvait souvent des périphériques de chez Logitech, de chez Microsoft, peut-être du Trust, il y avait évidemment aussi du Acer, du HP, du Packard Bell, mais tout ça c'était vraiment dédié à la bureautique. Certes Razer avait déjà repris leurs activités en 2004, mais il ne pouvait pas exister juste une marque. Il en fallait pour tous et pour tous les goûts et surtout il en fallait pour les professionnels et non juste pour les gamers grand public. René Kort n'étant pas satisfait du matériel déjà disponible dans le marché, s'est lancé le défi de créer ce qui lui manquait et quoi de mieux qu'un joueur professionnel en fait pour savoir ce qu'il manque aux joueurs professionnels. Un joueur qui sait exactement ce que représente l'ergonomie, le confort, la performance et surtout ce qu'attendent ses confrères. Il va donc créer Roccat, un jeu de mots entre Rocket et Rocket Science. Donc ça c'est l'explication qui m'a été donnée par René Kort lui-même, mais au début moi j'ai pas compris en fait. C'est un petit peu comme si moi j'arrivais et que je vous disais dictionnaire dictature Discover ID. Ok, les mots se ressemblent, mais il est où le rapprochement? Et après recherche, en fait j'ai trouvé que Rocket Science c'était la science des fusées, comme son nom l'indique. Et malgré que cette science des fusées elle a l'air ultra complexe, que ça paraît beaucoup trop compliqué, tous les formules, voilà, les booms ça explose, ça décolle dans le ciel, il n'est au final pas une science si difficile que ça. Apparemment le fonctionnement d'une fusée c'est con comme la lune. Et d'ailleurs je sais pas trop d'où elle vient cette expression, con comme la lune, qui un jour a décidé que la lune était conne? Elle a rien demandé la pauvre. D'où l'expression en anglaise It is not rocket science, dont la traduction française est c'est pas sorcier. Donc en gros il voulait dire que ce qu'ils font là-bas à Roccat, même si c'est exceptionnel, même si c'est terrible, c'est pas si compliqué que ça. Et pour Rocket, c'est Rocket quoi, c'est genre let's go, let's rock, c'est parti, wouhou, on y va. Le nom Roccat est donc né et ensuite arrive le logo qui symbolise une tête de tigre. À partir de là, tout semblait cohérent, les choses sérieuses pouvaient commencer. Toujours dans la même année, Roccat qui n'est pas encore du tout connu du grand public, ça n'existe pas, lance une campagne de teasing avec des coordonnées qui mènent directement à la Games Convention. Une convention de gaming qui a lieu à Leipzig, en Allemagne. Et si le nom de cet événement ne vous dit rien, c'est parce qu'aujourd'hui on l'appelle la Gamescom, qui maintenant a lieu à Cologne, toujours en Allemagne. La marque a donc vraiment vu le jour en 2008, toujours à la Games Convention, à l'occasion de la présentation de leur première souris, la RockatCon. Une souris personnalisable aux spécificités impressionnantes, un capteur Pro Aim pouvant monter jusqu'à 3200 dpi, ce qui était déjà quand même beaucoup à l'époque, 10 boutons dont 8 qui sont programmables et une mémoire interne de 128 kilobits pouvant stocker jusqu'à 5 profils différents. Et alors surtout, et finalement le plus important dans l'histoire, la première souris RGB. Vous allez peut-être tomber de votre chaise en entendant cela, mais non, ce n'est pas Razer, ni Corsair, ni Asus ROG, ni n'importe quelle autre marque qui ont créé le RGB dans les périphériques. Ceux qui en ont déposé pour la première fois, c'est Roccat dans la RockatCon. Donc forcément, les mecs, ils arrivent avec une souris qui est hyper performante, qui est ergonomique et qui en plus brille de 1000 feux et de 1000 couleurs. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a absolument rien à dire de plus. Donc moi je propose qu'on arrête la vidéo là. Allez, bisous.
Bon, évidemment, je rigole. Certes, Rocket ont frappé très fort et ont vraiment fait un départ exceptionnel avec ces nouvelles souris, mais il en faut quand même plus que ça pour Nickel Games, sachant qu'ils ont quand même un concurrent vraiment très fort en face. Mais c'est quand même un point super important à souligner parce que même si aujourd'hui ça paraît normal d'avoir du rétroéclairage dans ces souris, d'avoir un putain de capteur et une ergonomie qui plaisait vraiment aux joueurs pro, à l'époque, ça existait pratiquement pas, voire pas du tout. Donc c'était un véritable challenge pour Rocket et ils l'ont relevé avec succès. Créer une souris qui soit non seulement adaptée aux joueurs pro, mais sans oublier les joueurs occasionnels. Ils annoncent en même temps le Rocket Valo, le premier clavier rétro-éclairé et qui en plus de ça possède un moniteur permettant d'afficher les specs du PC, comme par exemple l'utilisation du processeur. Encore un très grand succès qui va beaucoup plaire. Donc évidemment ce clavier ne se résumait pas à ça, il y avait encore beaucoup d'autres choses, mais c'était une très belle innovation, c'était plutôt cool d'avoir quelque chose de beau, de rétro-éclairé, et surtout qui a un écran dessus, qui affiche en direct les specs de ton PC, enfin c'était high-tech en fait. Et à partir de là, les choses se sont vraiment mises en place pour Rocket. Ils ont compris qu'ils devaient rester très attentifs à leur communauté pour développer leurs produits, tout en conservant leur style et en restant dans l'innovation, chose super importante pour le consommateur pour qu'il n'ait pas l'impression de toujours avoir le même produit entre les mains, et surtout pour permettre au marché et aux joueurs d'évoluer. Un an après la sortie de la Kone et du Valo, Rocket lance une armada de nouveaux produits. D'abord le Rocket Cave, un casque gaming au son 5.1 et j'irais même jusqu'à dire le premier casque gamer avec un vrai module 5.1, contrairement à beaucoup de casques à l'époque qui se contentaient juste d'avoir une virtualisation du son. Donc encore une fois, on est vraiment sur une innovation dans le secteur du gaming. On y retrouve également un boîtier Tip and Control qui permet donc de moduler les 4 canaux du son 5.1. Encore une innovation super intéressante, pas besoin de carte son, pas besoin de logiciel ou quoi là, vous pourrez directement régler tous les canaux indépendamment avec une petite manette qui est directement branchée au casque. Et ils vont ensuite lancer 4 produits en même temps. La Rocket Kova, une souris toujours plus performante et plus RGB que sa prédécesseur. Attends, on dit prédécesseur ou prédécessrice? Prédécessrice. Prédécessrice. Non, c'est Mais la plus grande nouveauté, c'est qu'il s'agit cette fois-ci d'une souris ambidextre, c'est-à-dire une souris qui convient aussi bien au droitier qu'au gaucher. Et ça, à l'époque, ça n'existe pas. Encore une nouvelle innovation. Même s'il y a beaucoup de gauchers dans le monde et qu'il faut pas les oublier, ça reste quand même une minorité dans la population. Ça reste seulement un pourcentage. Donc forcément, c'est pas un produit où tu te dis je vais faire un gros buzz dessus, je vais faire un énorme coup marketing, il va y avoir beaucoup de clients. Et pourtant, Rocket l'ont fait, ils ont quand même proposé ça en se disant c'est pas forcément ce que notre public attend et ce que tout le monde veut, mais il y a quand même un public qui a besoin d'une souris pour gaucher. Donc la solution pour un petit peu satisfaire tout le monde et faire une souris pour tout le monde, c'était de faire une souris ambidextre. Et ça, c'est les premiers qui l'ont fait. Ils continuent dans cette armada de produits en lançant le Rocket Arvo, un clavier compact, mais qui au final n'est pas si compact que ça. Genre c'était pas un clavier TKL ou 60% ou quoi, c'était quand même un gros clavier. Mais il y a des choses qui avaient été enlevées dessus. Et il était vraiment très particulier. En effet, on y retrouve un design assez similaire à la Kova pour souligner le fait qu'il s'agisse d'un écosystème reprenant tout le design de l'époque de chez Rocket. Ce clavier disposait également de quelques petites notes de rétroéclairage par-ci par-là, mais alors la grosse innovation qui plaira pas forcément à tous, c'est que il y avait plus de croix directionnelle, elle avait été remplacée par d'autres touches. En fait, on était vraiment dans le début du 60%, c'est-à-dire un clavier où on va vraiment retirer beaucoup de choses pour essayer de le rendre plus compact, sauf que là, il était pas forcément compact, mais il manquait beaucoup de touches. Genre là, la croix directionnelle, elle était dans le pavé numérique, c'était vraiment super bizarre. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais le design du clavier va rester pendant un petit moment et va surtout inspirer beaucoup d'autres marques, à tel point que Rocket va se faire voler quand même une partie de son identité visuelle encore aujourd'hui. Et j'ai pas peur de dire que même Logitech s'est un petit peu inspiré là-dessus à un moment. En même temps, sort le Sota, un tapis de souris également au design de Rocket, et quelques temps après, le Rocket Apuri, un bungee qui fait également office de hub. Et là, pareil, les bungees à l'époque, c'était pas hyper démocratisé, les hubs, c'était juste des hubs. Là, ils ont combiné les deux. Innovation. Donc, comme on peut le voir, Rocket, il frappe vraiment un gros coup, en fait, en sortant tout un écosystème avec un design propre, soigné, uniforme, qui représente bien l'image de la marque. Et l'idée de sortir tout comme ça, en même temps, sur tous les fronts, vraiment de tous les côtés du périphérique, c'est assez intéressant. Parce que non seulement ça permet de voir si l'entreprise a les ressources et les compétences pour pouvoir être sur tous les fronts, mais en plus de ça, ça permet d'étudier un petit peu le marché, de voir ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. C'est vraiment super smart. Et la preuve que c'était une bonne idée, c'est qu'aujourd'hui, il y en a encore plein qui le font. Donc c'est là où Rocket est super intéressant en fait dans le temps, c'est que beaucoup de choses qui paraissent lambda aujourd'hui, qui paraissent totalement normales, voire useless, c'est eux qui ont créé tout ça à l'époque et ça reste encore aujourd'hui. Peu après ça, ils ont sorti un PC portable à leur effigie. J'ai trouvé que très peu d'informations là-dessus en vérité. J'ai même cru à un fake ou à un poisson d'avril parce que les premiers articles en fait, ils sont sortis en avril de cette année-là. Peut-être une sorte de blagounette, voilà, un poisson d'avril qui aurait été mal relayé par d'autres sites. Il y a beaucoup de sites d'actu qui voient de l'actu sur un autre site et ils prennent et ils mettent sur le leur. Donc forcément, des fakes et des intox et tout, ça peut très souvent arriver. Mais apparemment, ce PC portable a bien existé et c'est pas un PC qu'ils ont créé eux-mêmes de toutes pièces, c'était juste une sorte de collaboration. Enfin, ils ont fait créer un PC à leur effigie et c'était vraiment pour la communauté, pour les fans de Rocket. C'était peut-être aussi une façon de tester la réaction du public par rapport à ça, mais apparemment, ça n'a pas si bien fonctionné que ça puisqu'aujourd'hui, il y a plus de PC portable Rocket en fait. Toujours en 2010, Rocket sort une nouvelle version de la Kone, la Rocket Kone Plus.
Rocat, il faut pas faire ça, hein. Enfin, vous auriez pu l'appeler la Rocat Super Ultra, la Rocat W de l'espace plus, la Rocat Jean-Michel LED plus ou quoi, mais là, ne l'appelez pas la Rocat Cône plus, voyons. Donc voilà, c'est quelque chose que je reproche aussi à Razer. À l'époque, ça se faisait, c'était le début. Ça se fait encore aujourd'hui, mais d'une autre manière. C'est juste de grosses updates des produits. Je le sais très bien, je suis pas idiot, je connais un petit peu le marketing. Je ne travaille pas dedans, mais je vois comment ça fonctionne. Et même si le nom ne change pas beaucoup, on retrouve quand même de grosses évolutions par rapport à la première Rocket Con. Et ça, seulement 2 ans après la sortie de la première. Un capteur montant cette fois-ci jusqu'à 6400 dpi contre 3200 pour l'ancienne version. Toujours 8 boutons programmables, une roulette 4D, encore la possibilité d'y inclure 5 profils. Et pour finir, un rétroéclairage RGB beaucoup plus beau qu'avant. Tout ça pour la modique somme de 80 €. Donc si vous pensez qu'à l'époque c'était moins cher, vous mettez un petit peu le doigt dans le fion les potes. Parce que oui, aujourd'hui il y en a beaucoup qui se plaignent de voir des souris à 100, 150 € et tout. Mais sachez qu'à l'époque, on trouvait déjà des souris à 80 voire 100 balles. Hein. Mais bon, fallait ce qu'il fallait parce que ici on était vraiment sur du haut de gamme. C'était pas une souris lambda, c'était pas une souris de merde, c'était vraiment du haut de gamme. La Cône, ça a toujours été un petit peu la Rolls-Royce de Rocat. Ils sortent ensuite la Rocat Spira Wireless, une souris sans fil, et puis la Rocat Kova Plus. Ensuite, c'est au tour de l'Alumic de voir le jour en 2011, un tapis de souris régible double face en aluminium disposant d'un repose-poignet en gel. Et ça c'est bien, c'est très très bien même. Certains consommateurs préfèrent les tapis rigides, donc évidemment les marques doivent faire des tapis rigides, c'est un peu logique. Sortira un petit peu plus tard le Rocat Isku, et j'ai bien dit Isku et non Isu. Le Kulo, un excellent casque au look vraiment sympa. Les années passent, Rocat sortent toujours plus de produits, aussi bien des nouveaux produits que des remasters, mais surtout ils tentent de rester continuellement dans l'innovation, et ça ils le prouvent à pratiquement toutes les sorties, que ce soit dans les nouveautés ou dans les refresh. Mais l'innovation, on le sait, c'est pas évident, et surtout dans un marché où il y a plusieurs acteurs qui tentent d'innover également. Rocat vont donc faire plusieurs choix qui démontrent que malgré leur succès, ils essayent quand même toujours d'innover. Mais l'innovation, même si c'est quelque chose d'apprécié, et selon la façon dont on le fait, peut montrer la passion, l'implication d'une marque, ça comporte toujours un gros risque, dont le risque de se planter complètement en fait. Après voilà, là quand je dis ça, faut pas le prendre au sens propre, faut pas le prendre pour Rocat parce qu'ils sont jamais vraiment plantés. Faut se dire que voilà, durant leur ascension, Rocat ont peut-être raté quelques marches, mais ils ont toujours su s'accrocher quelque part pour pas tomber. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont vu le jour mais n'ont pas abouti vers quelque chose à succès. C'est quelque chose qui se fait partout et finalement c'est quelque chose que je peux pas forcément reprocher à Rocat ou même à Razer, parce que vous allez voir que ce que je reproche à Razer, c'est pas juste le manque d'innovation, parce que sinon on pourrait se dire pourquoi ils reprochent ça à Razer au point de ne plus pouvoir les piffer et pas à Rocat alors que finalement il s'est passé un peu la même chose. Et finalement vous allez voir qu'il y a une explication à ça, enfin de mon point de vue, mon explication à moi en tout cas. Certains la comprendront, d'autres non, mais en tout cas c'est mon explication, c'est mon point de vue, mes goûts. Mais il faut savoir qu'à la base, j'aimais autant l'une marque que l'autre, que ce soit Rocat ou Razer. Pour moi, c'était le truc ultime, c'était la brillance, c'était le succès. Vous allez comprendre qu'à mon sens, quand les deux ont commencé à stagner et à faire quelque chose de plus forcément nouveau ou de plus forcément très intéressant, l'une a continué dans ce sens-là et ça, j'ai perdu de l'intérêt en fait. Et l'autre s'est un petit peu sorti les doigts du cul et a dit on va pas en rester là, il faut qu'on redémarre, il faut qu'on réexiste à nouveau, qu'on soit nouveau au devant de la scène et pas juste d'être dans le marché à suivre la tendance. En 2012, Rocat annonce la Savu, une souris dont il parle beaucoup et crée une sorte de mini-buzz en gardant secret plusieurs features qui accompagnent cette souris, dont une technologie baptisée Achievement Display. Il s'agit d'une fonction liée à la souris via un logiciel qui enregistre toutes les actions effectuées par la souris, donc les clics, le scrolling, les mouvements, pour ensuite les récompenser. Grâce au pilote de la souris, toutes les actions faites par celle-ci sont analysées et ensuite affichées dans le panel sous forme de statistiques, et en atteignant certains paliers, on débloque des succès qu'on peut ensuite partager sur les réseaux sociaux, comme par exemple le Facebook. Oui, on est en 2012, donc à l'époque, Facebook c'était encore la hype. Dans l'idée, la fonction est cool et Rocat surtout ont essayé de s'adapter, de s'aligner à la tendance des réseaux sociaux et surtout à l'évolution de la communauté gaming. Donc en soi, l'initiative elle arrive avec une nouvelle souris et elle est bonne. Elle ne fait de mal à personne, je veux dire. Mais au final, quand on regarde, même si ça fait des années, donc l'intérêt à l'époque n'était pas le même, mais il était quand même minime. Je veux dire, quand t'achètes une souris, à la base, c'est pour pouvoir jouer à des jeux ou faire d'autres choses. Mais à quel moment les gens vont vouloir analyser leur nombre de clics? Encore, à la limite, analyser, le nombre de pas que tu fais par jour, le nombre de battements de cœur, tout des trucs par rapport à la santé, c'est le genre de choses qui se fait aujourd'hui. Quand tu joues à un jeu et que t'es un petit peu challenger, tu vas surtout t'intéresser à ta performance en jeu. Mais qui a envie de voir le nombre de clics qu'il fait et d'aller sur Facebook, dire afficher publiquement, les amis, regardez, grâce à ma nouvelle souris, cette semaine j'ai effectué environ 450 000 clics. Je suis vraiment trop un gamer, MDR. Après, évidemment, comme je l'ai dit, cette fonction ne fait de mal à personne, ils pouvaient très bien l'intégrer. C'est pas un truc chiant qui dérange ou qui dévalorise le produit ou enlève des performances, pas du tout.
Mais du côté de Rocket, en interne, quelque chose qui nous concerne pas, mais qui finalement ralentit un petit peu la progression de la marque, de ce qu'on peut voir arriver sur le marché, c'est que c'est du temps qui est déboursé de leur côté, c'est de l'argent pour une technologie qui finalement n'a pas si bien fonctionné, voire pas du tout, puisqu'elle a disparu quand même assez vite. Cette feature n'existe plus. Évidemment, comme je le dis, ça c'est le problème de Rocket, c'est vraiment pas le problème du consommateur. Personne n'a été impacté, personne ne s'est fait arnaquer. C'est juste que comme je l'ai dit, du coup pour Rocket c'est du temps, de l'énergie et de l'argent dépensé, et tout ça ça aurait pu être mis ailleurs. Mais faut se dire aussi une chose, c'est que tu peux pas savoir si ça va fonctionner ou non avant d'avoir essayé. C'est vrai que c'est quand même dur d'avoir du recul là-dessus, parce qu'aujourd'hui si on sait que ça ne fonctionne pas, c'est parce que des marques comme Rocket ont essayé. Mais est-ce qu'à l'époque on pouvait savoir si ça allait complètement fonctionner ou non? J'aurais jamais la prétention de dire oui, moi à l'époque si on en avait parlé, voilà, je savais que ça allait flopper parce que connaissant la tendance du marché qui allait évoluer dans le futur de l'avenir. Donc en vrai, c'est un flop, mais c'est un flop qui devait exister. C'est pas un reproche que je suis en train de leur faire, évidemment. C'est juste que, du coup, en essayant de tenter des choses comme ça qui n'ont pas fonctionné, Rocket a peut-être perdu du temps et a peut-être même perdu l'intérêt de certains. Après, et c'est là que commence cette fameuse différence avec Razer dont je vous parlais, c'est qu'en faisant ça, même si c'était pas forcément quelque chose qui était voué au succès, même si ça a été un flop ou quoi, ça montre que Rocket a vraiment tenté d'innover en créant quelque chose de nouveau, sans juste surfer sur ce qui fonctionne déjà et se dire on va tenter de l'adapter sur quelque chose qu'on a déjà pour que quand on le sorte ça ait l'air nouveau et que les gens fassent waouh. Parce que je veux bien que Razer ont aussi tenté des innovations, mais il y a des choses comme par exemple le PC portable avec 3 écrans. Il y a plein de gens qui m'ont rabâché ça dans les commentaires d'histoire de marque Razer. Bah oui certes c'est nouveau, ça n'a pas encore été fait, mais aujourd'hui en 2021 est-ce que vous en voyez beaucoup qui font ça? Non, parce que c'est débile, c'est con. Je veux dire dans nos setups certes on adore avoir 2 écrans, on adore avoir 3 écrans, mais sur un PC portable ça va le rendre beaucoup plus épais, ça va le rendre beaucoup plus lourd, beaucoup plus énergivore. Ta batterie elle va durer 30 secondes avec ça. Pour preuve, il y a par exemple Asus ROG qui font ça avec le Zephyrus, je crois, il y a un écran principal et un petit écran au-dessus du clavier. Quand je vois le PC, je le trouve stylé, je le trouve beau, j'ai envie de l'avoir. Mais la batterie, elle dure peu de temps et finalement, ça rajoute quand même pas mal de contraintes au PC, même si le concept est cool. Bref, après voilà, ça c'est mon point de vue sur l'innovation. Tout le monde n'a pas le même point de vue de moi, je le sais. Finalement, ma chaîne me sert à donner mon avis, qu'il soit objectif ou non. Je veux dire, si c'est ma chaîne, c'est normal qu'il soit subjectif. Donc je ne vous expose que mon point de vue, c'est pas une réalité avérée et c'est pas ce que tout le monde doit penser. Bref, il n'empêche que malgré ce genre de flop, Rocket va continuer à frapper fort. Ils vont certes instaurer une sorte de routine de refresh en sortant des produits qui ont déjà existé, juste en faisant de grosses updates. On va très souvent sortir de nouvelles versions de leurs produits à succès. Vous le savez, c'est pas une pratique que j'aime beaucoup et ça se fait pour toutes les marques que j'apprécie encore aujourd'hui. Et finalement, je commence à la comprendre cette pratique et je me dis que c'est comme ça dans un petit peu tous les marchés en fait. C'est quelque chose, je pense que je vais devoir finir par m'y adapter et me dire que voilà, on est en 2021 et c'est comme ça. Mais du coup, Rocket sur le côté, malgré ce nombre de refresh, il y a quand même de nouvelles choses qui sortent en parallèle et beaucoup. Et ça, c'est très cool. Par exemple, ils se lancent en 2013 dans le marché du clavier mécanique en lançant le Rios, un clavier mécanique qui est dérivé sur 3 modèles avec des prix différents et surtout le premier clavier à avoir un rétroéclairage individuel sur chaque touche. Et puis vient le CES 2014 où Rocket va proposer un refresh total d'une grosse partie de ses produits. Pas de nouveautés, pas de nouvelles références, majoritairement que du refresh. Ensuite, juste derrière, durant le Computex, ils annoncent la Tyon, une nouvelle souris qui cette fois-ci possède un capteur à 8000 dpi et 16 boutons programmables, ce qui est énorme, donc ils se rattrapent quand même pas mal pour le coup. Elle ressemble certes un petit peu à la Kone, mais elle propose de nouvelles choses. La même année à l'I3, ils annoncent le projet Sova, un support accueillant clavier, repose-poignet, tapis de souris, un support permettant par exemple de jouer assis dans son canapé. Une sorte de all-in-one de tout ce qu'on a besoin pour jouer sur PC en fait. Aujourd'hui ça vous semble peut-être familier car d'autres marques comme Corsair l'ont fait entre temps, mais à l'époque ça n'existait pas, du moins pas avec ce format ni avec cette qualité. Puis sort le Raios TKL Pro, le Cave XTD Stereo, le Cave XTD 5.1 et ensuite est annoncé la Rocket Nice, une souris en kit sur laquelle on peut placer jusqu'à 18 boutons fournis, sachant que si on possède une imprimante 3D, on peut totalement imprimer ses propres boutons et ses propres personnalisations de la souris. Bref, encore une innovation qui vient poser quand même un certain équilibre, un certain rafraîchissement au milieu de toutes ces nouvelles versions. Et en fait, à partir de là, Rocket vont prendre une sorte de routine, une sorte de rythme de croisière, où ils vont sortir des nouveaux produits, des refresh, tenter de nouvelles choses avec de nouveaux produits, il y aura du bon, il y aura du mauvais, et moi, à partir de là, la routine, c'est quelque chose qui m'ennuie très vite. Pour exemple, moi, avec ma chaîne, elle me plaît toujours autant, mon boulot me plaît toujours autant, et je prends toujours autant de plaisir à faire les vidéos, mais il y a certaines séries de vidéos qui commencent à me saouler, et c'est pour ça que vous ne les voyez plus sur ma chaîne, et de manière générale, même si je réfléchis toujours à de nouvelles innovations, et il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, j'ai quand même pris une sorte de routine sur ma chaîne, et je commence à m'ennuyer de ça. C'est pour ça que sur le côté, sur cette chaîne, et toujours en parallèle avec YouTube et tout, j'ai plein de nouveaux projets qui vont arriver, mais du coup, tout ça pour vous dire que la routine, j'arrive pas à m'en contenter, je m'ennuie très vite. Je peux très vite décrocher et m'emmerder. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que Rocket, j'ai commencé à décrocher un petit peu leur actu. Je suivais toujours de loin, mais sans plus, et finalement, ils sont même tombés un petit peu aux oubliettes du grand public, même s'ils étaient toujours là à sortir de nouveaux produits, on les voyait moins en tête d'affiche. À ce moment-là, c'était plutôt le tour de marques comme Asus ROG qui montaient en bombe à ce moment-là, parce que eux sont arrivés en apportant un nouveau design, de nouvelles choses, nouvelles technologies. Il y avait également Logitech qui
arrêtait pas de sortir des trucs de ouf, Corsair commençait à émerger avec Cooler Master, donc ça devenait de plus en plus difficile pour Rocket d'exister, d'être là dans le devant de la scène et surtout d'innover. Ce qui finalement n'est pas si surprenant que ça, parce que ça faisait quand même 7 ou 8 ans que les mecs étaient dans le game. Cette routine qui s'est installée, cette espèce de répétition, c'est ce qui m'a fait décrocher de Rocket, et c'est la même chose qui m'a fait décrocher de Razer. Ça partait de quelque chose de totalement normal et sain, je veux dire, il y a aucun moment où je me suis dit putain Razer c'est des bâtards ou quoi, mais aujourd'hui je le pense pas, hein. Faut pas essayer de me faire dire que c'est le shaitan ou quoi, parce que c'est pas du tout comme ça que je les vois. Il y en a qui disent dans les commentaires non mais ils détestent Razer et tout, c'est pas ça du tout. Savoir que la façon dont je parle de Rocket aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une marque que j'aime beaucoup, j'aurais pu vous parler de Razer de la même façon. Et cette routine qui s'est installée, cette façon de voir les choses que j'ai moi, c'est pas le cas de tout le monde. Pour preuve, Razer ont encore une énorme fanbase. Il y a beaucoup de gens qui ont continué à les suivre, mais la grosse différence entre les deux, c'est que là où Rocket s'est dit ok, pour le moment ça fonctionne peut-être moins bien pour nous, on va se faire oublier. C'est un choix qui est osé, qui est risqué, c'est un pari, mais pourtant ils ont eu les couilles de le faire, et ça je respecte de fou. Alors que sur le côté, Razer se sont dit bon comme là on galère un petit peu, ça marche pas trop, on va aller voir là-bas, et puis là-bas, et puis là-bas. C'est une stratégie commerciale, hein. C'est purement une stratégie marketing de se dire voilà, si pour nous ça fonctionne plus trop là-dedans, ou alors que ça fonctionne mais ça augmente plus trop, on va aller prendre un autre secteur. J'aime bien la diversité, j'aime bien le fait que des marques essayent de faire de nouvelles choses dans d'autres horizons et tout, mais il y a quand même un seuil à pas franchir. Je veux dire, c'est comme si moi aujourd'hui sur ma chaîne, je commençais à vous proposer des vlogs qui n'ont absolument rien à voir avec l'hardware. Je vous propose ma morning routine, des vidéos cuisine. Coucou Jingmei, j'espère que tu vas bien. C'est des choses que je pourrais totalement faire sur YouTube si j'en avais envie, mais je le proposerais peut-être sur une autre chaîne pour ne pas emmerder les consommateurs qui veulent voir seulement de l'hardware. Si j'étais quelqu'un qui était avare d'argent, j'aurais très bien pu me servir de ma chaîne pour, je sais pas, faire des vidéos réactions à telle chose, ou essayer de ne pas rire, ou faire là, enfin, tu vois, tous des trucs qui buzzent, en me servant de mon nom comme tremplin. C'est-à-dire que je ne me dirais pas, je vais refaire ça en partant de zéro pour ne déranger personne sur la chaîne Discover ID. Je vais me servir de l'audience de Discover ID et faire les trucs sur cette chaîne pour propulser mon nouveau concept qui n'intéresse pas mon audience actuelle et me faire encore plus de tunas. Et c'est exactement ce qu'ont fait Razer, et ils le font encore aujourd'hui. Je veux dire, une boisson énergisante sous forme de goodies ou quoi, why not, mais en produit comme ça, enfin je sais pas. Ou alors très récemment avec le masque anti-Covid là, je le trouve magnifique, il est très beau, même si bon, je me trimballerai pas avec dans la rue parce que pour moi c'est plutôt un truc de cosplay, mais je le trouve magnifique et peut-être que le produit est bien. Mais qu'est-ce que ça a à foutre dans une marque de périphérique gaming? C'est juste encore une preuve qu'ils suivent des tendances avec le nom de Razer pour booster des produits qui fonctionnent et les vendre. Et je suis d'accord, certains vont me dire que je vis peut-être trop dans un monde idéal où le marketing bisounours existe et tout. Non, je sais que c'est du marketing, mais c'est mon avis, j'ai le droit de ne pas respecter cette stratégie. Après, je demande pas aux gens de la suivre, hein, je demande pas aux gens de bâcher les marques que je n'aime pas du tout. Aimez ce que vous voulez, choisissez vos périphériques, restez qui vous êtes, c'est le plus important. Et là où je respecte énormément Rocket et où je sais pas, j'ai une sorte d'émotion en disant ça, Rocket se sont fait tout petits pendant un an ou deux. On pourrait même dire qu'ils sont presque fait oublier, à tel point que moi personnellement je n'entendais plus parler de Rocket. Ils faisaient des nouveaux produits, ils les sortaient et tout parce qu'une entreprise doit fonctionner, mais en parallèle ils sont concentrés sur une chose. Et au lieu de se dire que cette chose allait être plutôt une redirection dans les produits qui existent, ils se sont dit non, on va rester dans notre ligne éditoriale, on va faire ce qu'on avait prévu de faire dès le début, c'est-à-dire des périphériques qui conviennent aussi bien aux gamers pro qu'aux gamers lambda. Et à partir de là, Rocket ont tout misé dans un seul nouvel espoir, un espoir qu'ils vont baptiser Vulcan. Avant de passer à la suite des explications, je vais vous montrer quelque chose. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir poser des questions à René Cort, le fondateur de Rocket, qui a eu la gentillesse de me répondre et du coup, qui m'a donné des informations pour que cette vidéo soit plus précise. Et l'une des questions que je lui ai posées était celle-ci. Durant une période, donc entre 2013 et 2014, Rocket a occupé le devant de la scène en se positionnant face à Razer qui était le leader à l'époque, en sortant des produits très populaires comme la Rocket Cave, la Rocket Coin, etc. Mais après cela, pendant toute une période, la marque a semblé beaucoup plus discrète jusqu'à l'arrivée du Vulcan mi-2018. À quoi est due cette absence entre 2016 et 2018 ? Et voici la réponse que René Cort m'a donnée. Vers 2016, il y a eu l'apparition de nouvelles marques. Le marché a commencé à saturer et il y a eu beaucoup de compétition au niveau des prix. Rocket voulait être reconnu pour la marque qu'elle est, une marque de qualité qui propose des produits innovants. Le Vulcan, c'est un produit qui a eu un long temps de développement. Le design, la création d'un nouvel interrupteur, c'est un produit qui a nécessité aussi beaucoup de ressources. La marque voulait vraiment développer un produit qui allait aussi changer le design language de la marque. Donc le design language, c'est un petit peu l'identité visuelle du produit. Donc en gros, René Cort m'a clairement répondu que pendant 2 ans, ils ont complètement focus la conception du Vulcan. Pendant toute cette longue période, ils ont bossé en y mettant toutes leurs ressources avec beaucoup de conviction, en y mettant tout l'espoir d'un nouvel élan pour la marque. Et ça, c'est beau, putain. Le marketing, on adore. Le fanservice, on adore. Et la tunasse, on adore ça, putain de merde. Qui n'aime pas la tunasse? Mais à mes yeux,
s'il n'y a pas de sens moral, s'il n'y a pas un écoute de la communauté et surtout la vraie passion, même si aujourd'hui c'est dur à trouver, si tout ça n'existe plus, pour moi je considère que c'est de la merde en fait. Peut-être pas dans les yeux de ceux qui en ont justement trop dans les yeux, mais pour les vrais passionnés, je suis désolé, c'est de la merde. Dans n'importe quel secteur existant, mais là voilà, on va parler dans le secteur de l'hardware et plus précisément celui du gaming, il y a toujours deux partis principaux. Il y a le parti, on est des consommateurs lambda, on s'en fout un petit peu de ce qu'on achète. Et ça, c'est totalement respectable. Tout le monde n'est pas obligé d'être passionné par ce qu'il fait et par ce qu'il achète. Et puis sur le côté, il y a nous, il y a les passionnés. Et les passionnés, même si on représente pas la plus grosse niche du secteur, même si on n'est pas ceux qui rapportent le plus de fric, on représente un petit peu la raison pour laquelle toutes ces marques ont un jour vu le jour. La raison pour laquelle un jour elles se sont dit, ok, on va faire des périphériques gamers parce que les gamers ont besoin de périphériques gamer, sans oublier évidemment les consommateurs lambda. Mais à partir du moment où tu délaisses les consommateurs passionnés pour le consommateur lambda parce qu'il rapporte plus de fric, c'est que toi-même tu n'es plus passionné. Et moi personnellement, de mon point de vue, à partir du moment où je bosse avec des gens, des marques ou n'importe quelle entité où je sens aucun intérêt, où je sens aucune passion, j'ai plus envie de bosser avec eux. Il y a plein d'autres marques avec qui je ne bosse plus parce que ils m'intéressent plus. C'est même pas les produits qui ne m'intéressent plus, c'est eux. On parle vraiment d'une décision du PDG de l'entreprise qui a dit on va se relancer parce que ce qu'on fait là ne nous correspond plus, parce qu'il nous faut quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous représente plus. Et peut-être que ça vous parle pas, mais pour ceux qui se rendent un peu compte, négliger le marketing d'une marque pendant presque 2 ans, ralentir un business juste pour tout miser sur un seul et même produit, peu l'aurait fait. Et là, finalement, ça a trop bien fonctionné. Et cette technique a donc donné naissance au clavier qu'on connaît aujourd'hui, le Roccat Vulcan 120 AIMO. Un clavier au look simple, mais inédit et efficace. Un mélange subtil entre le format standard d'un clavier et du low profile. Un excellent confort de frappe et des switches transparents qu'ils ont eux-mêmes créés et qu'ils ont nommés les Roccat Titan Switch, qui laissent mieux ressortir le RGB sur une plaque en aluminium brossé. Et avec, on découvre donc leur nouveau logiciel, Swarm, qui reste un soft très basique, mais intuitif et fonctionnel. Évidemment, on note quelques ratés au passage, il y a eu des petits problèmes de touches défectueux, il y a eu aussi des problèmes d'effacement des caractères sur les touches, mais ça c'est un risque avec n'importe quel produit pour n'importe quelle marque, surtout que là c'était quelque chose de tout nouveau qu'ils proposaient, donc forcément il y a un risque que ce genre de choses arrive, mais comme toute bonne marque qui est consciencieuse envers ce genre de choses et envers leur communauté, Roccat ont rappelé tous les claviers qui ne fonctionnaient pas et ils ont fait un SAV assez correct apparemment. Mais autrement, à part peut-être quelques petits problèmes de qualité de fabrication qui ont été résolus, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce clavier puisqu'il est totalement nouveau, il est unique en son genre, il n'y a personne qui avait fait ça avant. Le clavier que moi j'ai aujourd'hui dans mon setup, donc le G915, il est totalement inspiré de ça. Vous voyez, encore une fois, ils ont apporté un truc qui est nouveau, qui est stylé, qui est beau, et il y a encore des marques qui sont plus high dans le game qui suivent. Ça ne peut certes pas plaire à tout le monde, c'est tout bonnement impossible parce que sinon tout le monde aura le même clavier, ce qui, voilà, c'est impossible. Mais grâce au Vulcan, Roccat refont à nouveau parler d'eux très fort, courant 2018. Ils récupèrent énormément d'anciens fans et de nouveaux qui les découvrent, et c'est parti. Le tigre Roccat refait à nouveau parler de lui et la marque est relancée. En même temps débarque la Kone AIMO, qui aura également le droit à sa version remastered, et là, malgré que ce soit une énième version de la Kone, cette fois-ci il ne s'agit pas d'un simple upgrade, mais d'une refonte totale basée sur le nouveau design de Roccat, le même que le Vulcan. Et certes, par la suite, on verra apparaître le Vulcan 121 et 122, mais qui ne sont pas des refresh. Là, on est simplement sur des Vulcans avec des coloris différents. Juste, ils ont une autre référence pour qu'on puisse mieux les différencier. Puis on retrouvera la version Pro et la version TKL. Là, toujours rien à reprocher puisqu'il s'agit de produits visant d'autres publics. Des tapis de souris RGB au format XL pour s'adapter à la tendance, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent des tapis XL. Moi-même, c'est ce que j'ai sur mon setup, un tapis XL. La Roccat Kane et la Roccat Kova passeront également en version AIMO pour être habillés avec le nouveau design. Et d'autres produits ont encore suivi, mais bon, voilà. Je vais pas forcément tous les citer parce que c'est pas du tout l'objectif de la vidéo. On n'est pas sur une espèce de présentation de toute la gamme Roccat, voilà. Roccat ont mis en place un nouveau langage visuel, il va falloir quelques années maintenant pour voir ce qu'ils vont faire de plus. Pour résumer un petit peu ma vision de la chose, Roccat, ils sont arrivés dans un secteur où ils ont été en quelque sorte parmi les pionniers. Le contenu du périphérique gamer à l'époque était vraiment très pauvre, il n'y avait pas beaucoup de choses. Ils sont donc arrivés en tentant d'apporter un max d'innovation, ils l'ont fait et ils ont continué dans cette ligne pendant très longtemps, malgré qu'il y avait quand même déjà de la concurrence. Mais au bout d'un certain temps, l'innovation, ça devient vraiment compliqué dans un secteur où tout ce qui pouvait être fait avec les ressources et les technologies qu'on avait à l'époque, avait déjà été créé et c'est de nouveau le cas aujourd'hui, on arrive de nouveau dans une certaine limite. Donc toutes les marques doivent essayer de se renouveler d'une autre façon, ce qui est pas évident. Et Roccat ont vraiment eu une période où c'était très difficile de rester dans le renouvellement. Ils ont malgré tout essayé de le faire, que ce soit d'un point de vue hardware ou software. Genre avec Achievement Display, ils ont essayé, ça a pas fonctionné, tant pis on passe à autre chose et on réessaye autre chose. Créer de nouvelles choses qui pouvaient se distinguer plutôt que de juste surfer sur des buzz déjà existants et les réadapter un petit peu pour que voilà, ça passe pour une nouveauté. C'est vraiment pas comme ça qu'ils fonctionnaient, ils essayaient de faire de nouvelles choses. Mais ça suffisait plus. Créer quelque chose de fondamentalement nouveau, ça devenait vraiment trop compliqué. Donc ils ont opté pour une autre stratégie qui a fonctionné, qui a porté ses fruits et qui a apporté une vague de fraîcheur énorme, aussi bien pour eux que pour tout le secteur du périphérique. Mais faut se dire que malgré tout ça, ils ont quand même mis en place beaucoup de choses qui
aujourd'hui peuvent paraître banales, mais qui à l'époque n'existaient pas, et si c'est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont instauré. Par exemple, c'est eux qui ont créé les prises USB étiquetées, c'est-à-dire que sur n'importe quel périphérique que vous branchez chez Roccat, sur la prise USB est directement indiqué le nom du périphérique, ce qui fait que quand vous devez brancher tous vos périphériques et tout, c'est plus facile de s'y retrouver. Et vous voyez, c'est des petites conneries, mais qui sont utiles. Vous allez dire n'importe qui aurait pu le faire, bah ouais, bah pourquoi personne l'a fait avant alors ? La fonction Easy Wheel qui permet de monter et descendre le volume de Windows juste avec la molette de la souris, c'est eux qui l'ont inventé. Ils ont été aussi les premiers à créer leur propre Switch au lieu de passer par une marque tierce comme Cherry MX comme le font les autres, même si maintenant c'est sûr que d'autres marques le font et pratiquement toutes les marques ont leur propre Switch. Mais Roccat sont définitivement les premiers à l'avoir fait. Là où je veux en venir, c'est que quelle que soit la façon dont ça a été fait, ou quel que soit le succès ou l'échec de la tentative, il y a toujours eu de l'innovation. Il n'y a pas un seul moment où ils se sont pas dit on va instaurer quelque chose de nouveau. Parfois même des choses qui étaient useless, où voilà, ils savaient par défaut que ça allait pas faire le buzz, que ça allait peut-être pas se vendre à absolument tout le monde, mais où ils se disaient les gamers en ont peut-être besoin. Et ça, c'est important. Je trouve que quand on achète des produits, il y a toujours besoin de renouvellement. On a toujours besoin de voir des choses fraîches, neuves, de la nouveauté. Il y a eu un événement assez marquant pour Roccat il y a quelques années, donc le rachat de Roccat par Turtle Beach. Du coup, on a de nouveau posé une question à René Corte par rapport à ça. Oui, je dis on parce que c'est une question que je n'ai pas posée moi-même. On a été deux à travailler sur cette vidéo, que ce soit d'un point de vue recherche ou d'un point de vue question posée à René Corte. Du coup, je remercie très fortement ma chère amie Monica de m'avoir aidé pour préparer cette vidéo. Merci beaucoup à toi. Et donc, la question était qu'est-ce qui a motivé le rachat de Roccat par Turtle Beach, sachant que Roccat est une marque allemande et Turtle Beach une marque américaine. Qu'est-ce qui a poussé Roccat à accepter l'offre? Est-ce que c'est plutôt d'un point de vue expansion ou plutôt financier? Et René Corte a répondu Roccat devait se développer en dehors de l'Allemagne et avait besoin d'un partenaire solide pour pousser ce développement. Turtle Beach a trouvé en Roccat ce que Roccat a trouvé en Turtle Beach, quelque chose de plus complémentaire que compétitif. Turtle Beach est la marque console et Roccat la marque PC. C'est une union harmonieuse, d'autant plus que Turtle Beach a des ressources importantes qui aident Roccat à accélérer certains processus dans la création de produits. C'est aussi une ouverture vers de nombreux marchés, en particulier les États-Unis. Et ça, c'est plutôt beau. Bon, après, ils peuvent tous dire ça. Je veux dire, de tous les marques à qui j'ai déjà parlé, ce sont pas les seuls non plus à être dans cette optique. Mais c'est une bonne optique et moi je trouve que ça se ressent dans ce qu'ils font en tout cas. Évidemment, Roccat ne vit pas que de passion, d'amour et d'eau fraîche, ce serait impossible. Donc certes, s'il y a un côté marketing, il y a un côté s'adapter aux tendances, suivre un petit peu les buzz, les vagues, etc. Mais ils se contentent pas de ça et c'est pour ça que moi, clairement, je kiffe ce qu'ils font. Et en tout cas, ce que René Corte m'a dit, c'est que c'était l'objectif de Roccat de continuer à évoluer dans cette direction, toujours essayer d'apporter de nouvelles choses et de satisfaire leur communauté. Bref, c'est un petit peu ma vision très subjective de la chose. Au début, je vous ai juste parlé du développement de la marque. Là, je vous ai donné mon avis. Ce n'est pas un avis objectif, c'est pas quelque chose de construit. Je ne suis pas quelqu'un qui a étudié le marketing, les tendances et tout. Non, je suis qu'un mec qui crée des vidéos. Moi, j'ai pas de diplôme dans tout ça. J'y connais que dalle pour ainsi dire. Juste, je suis l'actu, je m'y intéresse et surtout, elle me passionne, elle me fait kiffer. Et c'est pour ça que je me permets de vous donner mon avis. Après, qu'il vous intéresse ou non, ça ne regarde que vous. Bref, je suis vraiment super content d'avoir fait cette vidéo. Merci beaucoup à Roccat pour leur participation. D'autres histoires de marques vont suivre. Évidemment, faudra pas attendre de nouveau un an. La prochaine est déjà prévue et arrivera plus tôt que vous ne le pensez. En attendant, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch, et si vous voulez voir d'autres vidéos histoire de marque, à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.